Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Mario Dumont. Sa stratégie que de miner la justice du pays pour lui-même réussir à se faufiler à travers toutes les accusations auxquelles il fait face. Ouais. Donc, le 11 juillet, on devrait avoir sa sentence. On aura sa sentence. Quelle sera-t-elle? C'est là où on verra dans quelle mesure, et Jean-Marc et Luc l'évoquaient, dans quelle mesure ça aura un impact sur les électeurs. À mon avis, d'ici là, toute l'armada républicaine, et en particulier les médias de droite et d'extrême droite, vont tout faire pour remâcher tout ça et essayer de présenter ça comme véritablement une grande offensive des démocrates et de la Maison-Blanche pour écarter le principal adversaire, l'adversaire qu'ils ont face à eux au sein du Parti républicain. Si vous me permettez encore une dernière seconde, Sophie, à suivre les médias conservateurs ici, parce que ça fait partie de mon travail. J'écoutais Fox News au cours des derniers jours, le grand pôle d'information conservatrice aux États-Unis, et on transformait tout ce qui avait été dit, on dénigrait le juge, on allait justement dans la suite de tout ce que Donald Trump a pu affirmer. Alors, cette chaîne d'information qui est la plus suivie aux États-Unis, la chaîne la plus écoutée aux États-Unis, il y a des millions d'Américains qui ont eu une vision déformée de ce qui se passait au cours de ce procès-là. Et donc, malheureusement, la décision d'aujourd'hui sera certainement présentée, encore une fois, comme l'aboutissement d'une attaque, d'une chasse aux sorcières, comme Donald Trump aime tant le dire, plutôt que la justice qui a suivi son cours normal. Voilà. Richard, Jean-Marc, Luc, restez dans les parages parce qu'on va aller tout de suite joindre nos collègues de la Joute des analystes, Emmanuel, Mario et Paul, qui sont avec nous. Alors, on a très hâte de vous entendre, messieurs, dames. Surprise, évidemment, à vous aussi. On le disait un petit peu plus tôt, là, c'est vraiment l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Premier ex-président donc, à subir un procès criminel, premier ex-président à être reconnu coupable sur toute la ligne. C'est l'éloquence, en vérité, du jugement qui frappe. On en parlait il y a quelques jours à peine. Il y avait de fortes chances possibles, et c'est ce à quoi s'accrochait Donald Trump, qui est au moins un des jurés qui lui soit sympathique, qui finisse par empêcher toute condamnation. Et surtout, est-ce que vraiment il pouvait être trouvé coupable sur l'ensemble? Moi, je pense que c'est la force de ce message-là ce soir qui frappe. C'est que non seulement il y a unanimité du jury, mais surtout, c'est que c'est sur l'ensemble des accusations qu'il a été trouvé coupable et pas seulement sur celles où, par exemple, il avait signé le chèque, mais vraiment, c'est sur l'ensemble de l'œuvre et c'est ça qui donne un grand coup à sa crédibilité et à ses attaques à l'effet que le système judiciaire est biaisé aux États-Unis. Et ça a été rapide aussi, il faut le souligner. D'ailleurs, c'est un peu ironique, les avocats de Trump demandaient aux membres du jury dans leur plaidoyer d'y aller d'un verdict d'acquittement vite fait, bien fait. Le verdict est arrivé vite fait, bien fait, mais dans le sens contraire. Trump est resté impassible, nous dit-on, au moment du prononcé de la sentence. Et ensuite, chaque juré, individuellement, la question leur est posée, êtes-vous d'accord avec... Est-ce que c'est vrai que vous êtes d'accord avec le verdict? Et un après l'autre, et Trump les regardait un à un. Mais il y a quand même fondamentalement, au-delà de la surprise, peut-être, de la rapidité du verdict unanime sur tous les chefs, il y a un autre élément. Il y a quelque chose de changé depuis une demi-heure maintenant, Sophie, et c'est simple, c'est que Donald Trump est un criminel. Donald Trump, depuis 30 minutes, est un criminel. Il a été reconnu coupable d'accusations criminelles par un jury constitué de citoyens américains, tel que le prévoit le système judiciaire américain, des gens qui ont été choisis pour se prononcer sur ce procès-là, sur sa cause. Et on verra l'impact. Richard disait, les médias de droite aux États-Unis, c'est clair, et toute la machine de propagande va se mettre à l'œuvre, c'est bien évident. Mais Donald Trump est un criminel depuis 30 minutes. Voilà. Pendant qu'on voit des images qui nous viennent en direct de New York, on attend la sortie de Donald Trump, donc du tribunal. Mario, un mot, effectivement, Paul, tu fais bien de le souligner, effectivement, il est un criminel, Donald Trump. Là, il va faire appel, bien sûr, et puis toute la machine va se mettre autour de lui, effectivement, pour faire renverser l'opinion, mais quand même, c'est un fait, là, indéniable. Oui, mais moi, en fait, je trouve que c'est le principal fait qui nous invite à la prudence parce que c'est certain que notre premier réflexe, basé sur des mois et des mois, à voir toutes les accusations couler sur lui comme l'eau sur le dos d'un canard, on est porté à se dire, gars, il va revirer ça, qui est victime du système. Mais moi, je suis tout à fait de l'école de ce que vient de dire Paul.
être condamné, c'est pas la même affaire. C'est qu'être condamné par un jury, des citoyens ordinaires choisis, même ses avocats les ont approuvés, ils ont été choisis là, après approbation un peu des deux camps. Ces 12 citoyens ordinaires ont écouté toute la cause et considèrent qu'il est un criminel. Bon, on comprend que les gens qui sont les Trumpistes durs ne le lâcheront pas. Là. Il y a des gens qui ont donné de l'argent pour aider un milliardaire à payer ses avocats. Eux, ils ne le lâcheront pas. Mais c'est une clientèle quand même d'indécis. Moi, je suis encore porté à penser que ça n'aura pas un gros impact électoral, mais je me garde une réserve. Je me dis, c'est peut-être quelque chose de différent, quelque chose qui n'a jamais été mesuré, de dire, OK, le type est un criminel. Je me garde une réserve de voir que ça aura peut-être un impact plus grand que ce qu'on imagine aujourd'hui. Ah oui, hein? On verra. En tout cas, on se pose la question, est-ce qu'il a bien fait de renoncer à témoigner durant le procès? Parce qu'au départ, hein, il avait dit oui, je vais témoigner, vous allez m'entendre. Et finalement, bon, ses avocats l'ont convaincu de faire le contraire. Ça ne l'a peut-être pas servi, finalement, en bout de ligne. Oui, mais il faut se rendre au jugement de ces avocats qui sont pris quand même avec un client assez compliqué. Ouais. Je suis pas certaine. On a parlé beaucoup de comment le contre-interrogatoire avait complètement démoli la crédibilité de Michael Cohen. Bien, il y avait le risque que le contre-interrogatoire soit absolument et totalement dévastateur pour Donald Trump. Et ça aurait potentiellement nuit encore plus largement à son éventuelle campagne. Donc, moi, je suis pas prête à dire que ça l'aurait sauvé s'il avait témoigné. Et l'autre risque qu'il aurait couru est simple, c'est la parjure. Trump dit souvent une chose et son contraire en l'espace de quelques minutes, mais là, tu témoignes sous serment et toutes tes paroles, donc, sont enregistrées et c'est solennel. Et si jamais la preuve est faite qu'il ne dit pas la vérité, il y a un méchant risque là, pour la suite des choses. On parlait de la propagande et de l'impact de ça. Sophie, je voyais, Trump est un expert dans la maîtrise de l'opinion publique avec son réseau social. Savez-vous ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi le prononcé du verdict? Le procureur Bragg de Manhattan a écrit sur Truth Social, sur la plateforme de Donald Trump, pour annoncer le verdict et la culpabilité de Donald Trump aux 34 chefs d'accusation. On dit que le message n'est pas resté longtemps sur Truth Social, mais quand même, c'est un jeu qui se joue à deux, semble-t-il. Là. Ouais. Donc, si on conclut, là, pour les procureurs, derrière les falsifications comptables, le cœur de l'affaire, c'est un complot puis une dissimulation pour gagner l'élection à l'époque contre Hillary Clinton en 2016. La défense qui avait comme balayé cette thèse-là, qui disait, au fond, que Trump n'était pas au courant, ne connaissait pas les détails de toute cette paperasse quand il a rémunéré Cohen. Donc, quand on dit reconnu coupable sur toute la ligne, les 34 chefs d'accusation, les 12 jurés, de façon unanime, donc, ont cru les procureurs. Donc, ont cru dans ce complot et cette immense dissimulation. Oui, bien, les faits. Ils ont écouté les faits du début à la fin. Moi, j'ai jamais douté que tout ça est arrivé et que ces crimes-là ont été commis. Ce que je doutais, c'est est-ce que le procès avait permis, compte tenu de Cohen, des témoins et de ce qui s'était dit, c'était un doute raisonnable. Permis ça, puis de donner à 12 jurés cette confiance. Mais en même temps, si ça s'est réglé aussi vite, ça veut dire que les jurés, quand ils ont avancé dans leur discussion, le morceau par morceau, ils arrivaient assez vite au consensus. On fait le tour de la table. Oui, tout le monde est d'accord. OK, on saute au prochain sujet. Ça veut dire qu'il y avait quand même un accord assez fort là, sur le fait que les crimes avaient été commis puis qu'eux avaient le sentiment, dans tout l'enchaînement de l'argumentaire qui fait que le crime a été commis, puis qu'il n'y a pas de doute raisonnable à aucune des étapes, les juges étaient pas mal solidement convaincus, au terme quand même de plusieurs semaines d'avoir écouté tous les faits, vu tous les documents. C'est la base de l'exercice. Les jurés sont maîtres des faits, et dans ce cas-ci, les jurés ont tranché. Oui, voilà. Et il y a un débat qui s'en vient, là, le 27 juin. Hein, avec M. Biden. Ça va être le fun, hein? Ça va être chouette. Imaginez. Mais pensez-y 2 secondes, le portrait de ce que l'on voit sous nos yeux en direct. Un ancien président américain reconnu maintenant criminellement, accusé au criminel et reconnu coupable pour une accusation de falsification de documents, pour avoir caché une relation avec une ancienne actrice porno, relation adultère, quelques mois après l'accouchement de la femme de Trump. Et puis, je
disais à quelques reprises, mais tu mets ça dans un scénario de film, et puis le scénario serait rejeté tellement c'est pas plausible, tu sais, que c'est pas réaliste. Ça se déroule sous nos yeux. C'est l'ère Trump. Imaginez si Trump reprend le pouvoir. C'est une hypothèse qui est très, très plausible. Là. On regarde les sondages. On ne peut surtout pas écarter ce scénario-là. C'est clair qu'un de ses premiers gestes sera de se gracier lui-même et d'effacer ce procès-là. Il ne pourra pas le faire dans le cas du procès de la Géorgie, si jamais le procès de la Géorgie va de l'avant, parce que c'est une accusation qui est menée par l'État de Géorgie. Donc, il n'y a pas de grâce présidentielle pour ça. Mais en tout cas, Trump vient de connaître un premier gros ennui judiciaire. Là, puis, Mais c'est pas son... En tout respect, c'est pas son premier. Nous, dans notre esprit d'analyste qui regardons tous les détails et les nuances, et dans les faits, c'est plus grave, parce que là, il est condamné au criminel par un jury de ses pairs. Mais il ne faut pas oublier que dans les derniers mois, il a été trouvé coupable d'agression sexuelle au civil et de fraude à grande échelle. Ouais. C'est sûr qu'en termes de poids juridique, il y a une différence entre les deux. Mais si on voit comment ça percole dans la société, faut pas surestimer le niveau auquel ces nuances-là se rendent. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Jean-Marc Léger a tellement raison quand il nous dit le vrai test, c'est est-ce qu'il va être emprisonné? Est-ce qu'il va avoir cette image de Trump, les menottes au poignet en train d'entrer en prison? Parce que c'est un peu ça le test de l'irréversible, je dirais. Et jusqu'à ce que ça se soit passé, on a vu son habileté à détourner la conversation, pervertir la réalité pour essayer de convaincre qu'il est une victime plutôt qu'un coupable. Je pense que c'est la raison pour laquelle on se garde tous une réserve, quant à l'impact de ce verdict sur la suite des choses. Parce que quand il se présente en victime, c'est un peu messianique, là, c'est la victime, c'est l'homme crucifié parce qu'il était l'homme bon, proche du peuple. Le système l'écrase parce que lui, il défend le monde, puis le système veut écraser le monde. Comme Trump est le super-héros, le défenseur du monde, mais le système n'a pas le choix de l'écraser. C'est ça, la construction, là, si on résumait dans un film de super-héros, c'est la construction qui a monté et que son électorat ou ses fans l'ont acheté. Là. Mais ça percole, effectivement. Bien des gens l'ont acheté, Il reste d'autres questions. Là. Qu'est-ce que le juge va statuer sur les déclarations de Trump? Parce que le juge devra prendre une décision à un moment ou l'autre. Est-ce qu'il va aller de l'avant et le condamner pour outrage au tribunal? Parce que encore aujourd'hui, il a répété. Mais Trump a de grands talents de judoka là, pour renverser la force adverse et mettre ça à son avantage. Mais en même temps, c'est quel numéro? Là, on l'a vu en direct tout à l'heure, en quelques secondes. Il a commencé en disant à quel point le système de justice était corrompu, que ça jouait contre les simples citoyens. Et ensuite, dans la phrase suivante, il a dénoncé la situation aux frontières, l'invasion des migrants. Et ensuite, a terminé sa phrase en parlant de santé mentale. En parlant de santé mentale. Tout ça en espace de 12 secondes et 47 centièmes. Mais quand même, sa base électorale est là. Oui, tout à fait. Il y aura sûrement de nouveaux T-shirts imprimés si jamais un jour on voit cette image de Trump avec des menottes qui s'en va en prison. Là. Oui, mais moi, ce que je trouve fascinant dans tout ça, c'est qu'on l'a vu dans le procès. Depuis le début, il se pointe à tous les jours puis il répète que le juge est biaisé puis qu'il est une victime. C'est comme un mantra. Il manque juste son fouet là, pour se fouetter devant tout le monde. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait avec ce procès la même chose qu'il a fait avec la dernière campagne électorale, où il a préparé le terrain pendant des mois à dire qu'il y avait des risques que l'élection lui soit volée, pour que le jour où il a perdu, il a eu les moyens de dire, vous voyez, je vous l'avais dit, l'élection a été volée, c'est la raison pour laquelle j'ai perdu. Alors, c'est la même technique, finalement, qu'il a mise en œuvre avec le procès, en passant des semaines, des mois à dire que le juge était biaisé, que le système était contre lui, pour se donner les moyens, après, d'essayer d'invalider ce verdict de culpabilité implacable. Voilà. Mais il se présente en victime, mais en même temps, il a été... un travailleur d'usine ou un enseignant ou une infirmière... comme il référait pas, il aurait passé les dernières semaines à dire que le juge est corrompu. Et cette personne-là aurait probablement été incarcérée, nonobstant le reste du procès, pour outrage au tribunal. Là. Donc, il a été quand même, là, parce qu'il est président, par le personnage,
il a été traité avec énormément de faveur. Lui, il se plaint que le système de justice est contre lui, alors que c'est exactement le contraire. Là. Ouais. Il a été beaucoup favorisé par le système de justice. Il a profité d'un favoritisme important dû à son statut. Là. Ouais. On verra ce que le juge Merchan aura à dire le 11 juillet. Merci infiniment pour vos lumières. Tous les trois, je comprends, Paul, que tu vas avoir une soirée absolument palpitante ce soir. On va te suivre on sur poursuit les ça ondes de LCN. En spécial, On passe la soirée ensemble. à 18h30. Ouais, voilà. À compter de 18h30. Merci. On se retrouve lundi. Au revoir. Alors, on retrouve nos collègues. Donc,